Bonjour Frédéric Ozote-Sellier. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement directeur du support stratégique et de l'innovation chez Swiss Life France. C'est quoi votre job? C'est quoi mon job? Mon job, c'est trois choses principalement. Une première, qui est comprise dans le terme support stratégique, qui consiste à travailler, non pas tant à une stratégie de l'entreprise qu'on définirait en chambre, mais à mettre ensemble les différentes énergies, les différentes intelligences de l'entreprise, qui sont très nombreuses, et à définir ensemble le cap vers lequel on veut aller. Principalement, c'est un job que j'ai depuis 3 ans, et le moment fondateur de ce travail, de ce poste que j'ai créé, ça a été de donner à Swiss Life France, de doter Swiss Life France d'une vision à 10 ans, qui a aujourd'hui 18 mois, et qui nous permet d'avoir un cap vers lequel on se dirige. Donc ça, c'est un des éléments de mon travail. Il y a un second élément qui est très fondamental, c'est le travail autour du marketing stratégique et de l'expérience client. C'est un travail qui est embarqué dans la stratégie chez nous parce que c'est très fondamental de comprendre que Swiss Life France, c'est une entreprise qui vise un segment de clientèle très précis, la clientèle patrimoniale, la clientèle d'entrepreneurs, et qu'il faut donner à cette clientèle de quoi la satisfaire, ce qui implique et de la connaître et de dessiner pour elle une expérience, des parcours qui satisfassent ses besoins, tout en insufflant dans cette expérience et dans ces parcours la spécificité de ce qu'est Swiss Life. Et ce qu'est Swiss Life, c'est une raison d'être, permettre à chacun de vivre en toute indépendance financière. C'est ce qu'on veut retrouver dans nos parcours. Et puis il y a un troisième pan dans mon travail autour de l'innovation qui consiste à observer le marché, comprendre ce qui se fait d'innovant et essayer de l'adapter chez nous, que ce soit par des solutions qu'on peut acheter à l'extérieur ou en les développant nous-mêmes, notamment via des techniques de data science et d'IA générative. En gros, voilà ce que je fais. Comment s'est construit votre parcours professionnel? Il s'est construit principalement par des rencontres, en réalité. Quand je suis sorti, j'ai fait des études d'abord à Sciences Po et puis en école de commerce. Et quand je suis sorti d'école de commerce, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Comme beaucoup de gens qui sortent d'école de commerce et qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, j'ai démarré dans le conseil, dans un cabinet de conseil en stratégie et management qui s'appelle KEA, au sein duquel j'étais d'abord généraliste et je me suis spécialisé en assurance plutôt par goût pour la personne qui gérait cette practice chez KEA que par affinité spéciale pour la matière. Ça ne me déplaisait pas, mais ça ne m'attirait pas spécialement non plus. Et quand j'ai quitté cette entreprise dans laquelle j'ai travaillé 6 ans, je crois, pour rejoindre Swiss Life, c'est la même chose qui s'est produite. En fait, j'ai eu un coup de foudre pour celui qui est toujours mon patron aujourd'hui, Tanguy Pollet, qui est directeur général maintenant de Swiss Life, mais qui à l'époque s'occupait de toute la division client et transformation digitale. Et c'est parce que j'ai aimé son projet que je l'ai suivi et que je suis très heureux. Ça fait 8 ans que je suis Swiss Life France. Et je ne pensais pas du tout, en y entrant, que j'y serais 8 ans après. Je ne pensais pas non plus d'ailleurs ne pas y être. Mais ça s'est fait, en fait, c'est une construction quasiment quotidienne, le plaisir à travailler. Qu'est-ce qui relie toutes les étapes de votre carrière? Qu'est-ce qui relie les étapes de ma carrière? Comme je viens de le dire, c'est plutôt le fait de travailler avec des gens que j'estime et que j'apprécie. Que j'estime intellectuellement, c'est très important pour moi de travailler avec des gens pour qui pour les qualités desquelles j'ai du respect, avec lesquels je me dis que je peux jouer, que je peux apprendre. C'est assez égoïste en fait, que je peux apprendre d'eux et que je peux. Et je me dis aussi qu'en les observant, je vais par mimétisme devenir meilleur. Et puis j'ai besoin aussi d'avoir beaucoup d'affection. En fait, c'est un peu enfantin, mais j'aime bien travailler avec des gens que j'aime en fait. Et donc le principal, ce qui relie ma carrière, ça, mes choix ont été beaucoup faits en fonction de l'affection que j'ai ressentie et de l'admiration ou l'estime que j'ai eue pour des individus que j'ai croisés. Et c'est ça le principal. Je me suis spécialisé dans un secteur en particulier. Je me suis spécialisé dans un domaine aussi, l'expérience client, on va y revenir, et puis en gardant en fond un peu de stratégie quand même, parce que j'en avais fait comme consultant. Mais avant le secteur, avant la spécialité, c'est vraiment les gens avec qui je travaille qui ont façonné jusqu'à présent ma carrière. Et j'espère que ça continuera comme ça. Quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi? Quand j'étais enfant. Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Je crois que j'ai eu une étape où je souhaitais être cow-boy, et puis j'ai compris que c'était plutôt mal barré en France au XXe siècle, et puis après au XXIe. Mais quand j'étais enfant, c'était au XXe siècle, ce qui
c'est vieux en fait. Je crois qu'après, j'ai pas mal voulu travailler dans le cinéma ou être écrivain. Et puis, c'est un désir que j'ai pas assouvi, de toute évidence. Mais je continue à adorer lire. Et c'est quelque chose que je fais toujours beaucoup. Et en fait, je continue en fait à assumer ce désir d'enfant parce que j'aime beaucoup un auteur contemporain qui s'appelle Julien Gracq, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle En lisant, en écrivant, dans lequel il explique, sans virgule entre en lisant et en écrivant, dans lequel il explique que lire, c'est écrire et écrire, c'est lire. 2 moments clés de votre vie. Alors, je vais tricher, je vais en donner 5. Le premier, c'est mon mariage avec ma femme, qui d'ailleurs est un moment sur de la durée parce que ça fait très longtemps et on s'est rencontrés très jeunes. Et les 4 autres, c'est la naissance de mes 4 enfants en 2011, 2013, 2017, 2018. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le virus de l'expérience client? Ce qui m'a donné le virus de l'expérience client, c'est une rencontre. La rencontre avec mon patron actuel, Tanguy Paulet, auparavant. Donc, je faisais du conseil. Je n'avais pas spécialement une mission qui traitait du sujet de l'expérience client. J'avais bien sûr fait des missions avec des directions marketing ou au sein de l'assurance, des directions opérationnelles qui parlent avec les clients, qui travaillent avec les clients. Mais c'est plutôt le projet qu'il y avait. Quand je suis arrivé chez Swiss Life, France, il y a 8 ans, on avait un instrument de mesure. On avait des enquêtes qu'on menait auprès des clients. Et on faisait des choses avec les résultats de ces enquêtes, mais on n'avait pas encore vraiment structuré une approche systématique qui permettait d'améliorer les choses. Et en fait, c'est le projet qui a fait mon goût pour le sujet. Et donc, je suis rentré un peu là par hasard, et j'y ai pris goût pour plusieurs raisons. Il y a bien sûr un goût intellectuel assez rigolo, on manie un peu de chiffres, on regarde comment on peut optimiser des résultats. C'est amusant quand on a un peu de formation consultant, c'est drôle. On trouve d'ailleurs, on grandit en faisant ça. Nous, on a commencé pendant quelques années par améliorer les choses qui n'allaient pas, comme beaucoup, réduire les délais qui ne fonctionnaient pas, rappeler des clients de manière proactive, ou les appeler plutôt d'ailleurs de manière proactive. Et puis, depuis quelques temps, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on booste, si j'ose dire, la singularité de l'expérience. Et donc, on s'est mis à injecter dans tous nos parcours une bonne dose de cette raison d'être qui est importante pour nous. Et en fait, c'est vivant l'expérience client. Pour qu'elle continue à être séduisante, il y a du chiffre, mais il y a aussi de la vie. Et puis le dernier point qui est en fait une tarte à la crème, mais qui est quand même un sous-jacent agréable, c'est que quand les choses vont bien, quand on donne un bon truc, une bonne expérience, en fait, c'est pas nous qui en sommes les acteurs. Mais c'est agréable de se dire que des gens ont vécu un moment agréable grâce à un travail auquel on contribue, même s'il ne faut jamais oublier que c'est les personnes qui sont au contact des clients qui font le job. Donc c'est assez complet en fait, c'est intellectuel, il y a un peu, enfin intellectuel, comme tout travail mercantile, c'est moins intellectuel qu'un philosophe, un chercheur en philo bien sûr, mais je veux dire, il y a de la donnée, on peut jouer, on peut se faire un peu plaisir avec des modèles, et puis il y a du matériel, donc j'aime bien cet équilibre. Alors comment voyez-vous l'avenir de l'expérience client? Ça c'est une question difficile. Ça va continuer, à mon sens, à osciller entre les deux pôles entre lesquels elle se dirige aujourd'hui. Il y a toujours un pôle qui est celui de l'automatisation renforcée, du digital, du plus vite, du at a wad, anytime, anywhere, on any device, tout de suite, tout maintenant. Et ça, il faut absolument continuer à être au standard du marché. Mais ma conviction, c'est qu'on va, en tout cas, c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Swiss Life, on va aussi avoir une tendance de plus en plus forte à, certes, de la personnalisation ou de la customisation qui s'appuiera sur des données de l'analytique très poussée, mais je pense que la chaleur de la relation humaine va rester un facteur absolument fondamental et que les gens qui auront, les acteurs qui auront la meilleure capacité à être dans la sincérité dans la relation à l'autre et dans l'incarnation de sincérité par des individus seront les gagnants de ce marché. On ne peut pas aller complètement sur du désincarné. En tout cas, c'est ce que je crois profondément. Et même, je dirais presque au-delà d'y croire, je milite pour parce que c'est un monde plus joyeux et plus heureux qu'un monde de pure transaction numérique. C'est quoi l'empreinte que vous souhaitez laisser? Alors, peut-être que je suis pas assez mégalomane, mais j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je suis pas sûr d'être suffisamment puissant pour laisser une empreinte forte dans une entreprise, a fortiori dans la société.
Très bêtement, l'empreinte que j'aimerais laisser auprès des gens que je côtoie, c'est celle d'un type plutôt sympa, avec qui on a eu du plaisir à passer du temps en travaillant, mais en prenant plaisir en travaillant. Si déjà j'arrivais à laisser cette empreinte-là, je serais heureux. Des regrets sur votre parcours? Alors, il y a un philosophe, Patrick B, qui a dit il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, j'ai pas de regrets, j'ai pas non plus beaucoup de remords. Est-ce que je regrette de ne pas avoir de remords? C'est une vaste question. Non, j'ai pas des masses de regrets. J'en ai un simplement, c'est que j'ai fait une prépa littéraire. J'ai pas été au bout du jeu de. Je regrette de ne pas avoir essayé sérieusement de rentrer à l'école normale supérieure parce que je pense que j'aurais appris des trucs amusants. Voilà, donc c'est un regret universitaire. Sur mon parcours pro, j'en ai pas. En fait, je trouve franchement que ce serait dommage d'avoir des regrets sur son boulot. On a ce qu'on a et si on n'est pas content, il faut construire l'étape d'après. Qu'est-ce qui vous a le plus boosté et fait grandir dans votre carrière? Je vais me répéter, c'est les gens que j'ai rencontrés. Je peux d'ailleurs élargir un petit peu le spectre. Il y a des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont tiré vers eux et qui m'ont appris par leur comportement, simplement, beaucoup, par la transmission aussi, mais par leur comportement. Mais j'ai aussi été beaucoup boosté au sens propre par des gens avec qui je travaille au quotidien, par des gens avec qui j'ai travaillé au quotidien, que ce soit dans l'équipe que j'ai le bonheur dont j'ai le bonheur de m'occuper, de diriger, mais que ce soit aussi dans les gens avec qui j'interagis. Je pense qu'un des principaux, en tout cas pour moi, un des principaux boosters, des principales causes ou sources d'énergie dans le travail, c'est les autres. Donc c'est ça, en fait, le boost, c'est les gens au quotidien. Et puis je vois bien les jours où je suis pas baberluné, de mauvais poil, ça m'arrive. Ça m'arrive, surtout, j'ai 4 enfants, il y en a qui sont petits, le matin c'est la course, donc on n'arrive pas forcément au boulot toujours en pétant le feu. Les jours où je suis pas de bonne humeur, j'arrive pas à accueillir ça et je suis moins boosté. Donc le boost, c'est aussi la capacité à être ouverte qui génère du boost. Voilà. Avez-vous une super expérience client à nous raconter? J'en ai plein et j'en ai pas une en tête précisément. Là, j'ai des expériences chez nos clients, chez Swiss Life France, pendant le Covid, des histoires assez dures qu'on arrivait à résoudre par des rappels, des gens qui étaient complètement désemparés, des entrepreneurs dont l'activité s'arrêtait du jour au lendemain et qu'il fallait aider, auxquels il fallait expliquer les choses, alors que nous-mêmes étions assez perdus. Donc il y a beaucoup de moments forts à ce moment-là. En fait, il y a une palanquée d'expériences qu'on vit. On enregistre parfois des conversations qui peuvent être touchantes. Donc, j'en ai pas une en particulier qui serait exemplaire du reste. Et je trouve que faut faire attention dans l'expérience client, justement, à pas être trop focalisé sur un cas précis. Un cas précis, c'est utile pour, à un moment donné, ouvrir les yeux. Montrer un dysfonctionnement ou montrer un truc super. Aussi, c'est génial quand on a une belle expérience de la partager, d'entraîner comme ça. Mais dans une conversation comme la nôtre, Daniel, je me dis qu'en raconter une en particulier, c'est en fait nier tout un travail dans la durée qui se traduit plus par le fait que dans la durée, on voit que les clients aiment plus notre marque pour ce qu'elle leur apporte et la recommandent plus. Et c'est ça, en fait, que je retiens moi, principalement. Donc, il y a plein de cas qui sont bons, qui sont excellents. D'ailleurs, les premiers qui me viennent en tête, c'est aussi... Enfin, pas les premiers, mais d'autres qui me viennent en tête, c'est ceux que j'ai vécus. Mais en tant que professionnel, je préfère me concentrer vraiment sur le chemin dans la durée. Votre secret pour décompresser le week-end? Alors, de toute évidence, pas assez de sport, ça se voit. Non, mon secret, c'est de lire. En fait, je sais qu'un week-end où j'ai pu lire 5-6 heures minimum, c'est un week-end où je me sens mieux. Si je peux voir 1 ou 2 films aussi de qualité, ça me va. Voir du monde, même si je me rends compte en vieillissant que je pense que les semaines sont tellement chargées et les enfants tellement prenants que je suis un peu moins dans la recherche de sociabilité que j'ai pu être, mais vraiment la lecture, c'est une source d'évasion, de ressourcement, et puis d'ouverture au monde. Enfin, je connais pas de plus grand plaisir, à part celui d'être bien sûr avec mes très proches. Qui vous inspire dans la vie? Qui m'inspire dans la vie? Je vais commencer à être monomaniaque, mais je vais dire, moi j'aime beaucoup les écrivains. Je trouve que quelqu'un qui est capable de tout seul poser sur le papier, avec talent, un ressenti qu'on peut avoir, donc de passer par le stade de l'émotion, de le transcrire intellectuellement, et parce que c'est un process en fait, l'écriture, c'est un processus mental extrêmement régulier. Pour être bon écrivain, il faut être très, 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 très sérieux. Et de retranscrire après de l'émotion, je trouve ça absolument magique. C'est créer
j'ai créé du fantastique, donc je suis très inspiré par beaucoup de figures d'écrivains historiques. Je suis inspiré par les artistes, en fait. J'aime aussi, je suis très, très fasciné par des réalisateurs qui sont capables de faire la même chose, avec en plus une gestion d'équipe qui peut être massive. Donc, mes figures d'inspiration sont plutôt appuyées là. Je n'ai pas un modèle en particulier, parce que, peut-être un peu naïvement, mais je me méfie du modèle unique. Tout le monde a une part d'ombre, et donc je préfère avoir des sources variées. Donc, je suis assez infidèle sur le sujet. Mais je suis inspiré par ces gens-là. Si je devais ajouter une dernière typologie de gens qui m'inspire, c'est les gens que je vois. Quand je vois quelqu'un faire une chose que je trouve généreuse ou belle, ça m'inspire. Donc je cherche l'aspiration partout où elle peut être. Je la trouve assez souvent, en fait. C'est pareil, c'est une question c'est beaucoup une question de son comportement et son ouverture au monde. Qu'est-ce qui vous booste chaque matin? Qu'est-ce qui me booste chaque matin? Alors d'abord le réveil. Je me réveille souvent avant lui. Ensuite, alors je suis pas du matin, donc je suis pas vraiment boosté le matin, non. Voilà, le matin c'est une course. Non, ce qui me booste, c'est ce qui marche bien, je trouve. J'arrive pas à être hyper boosté le matin. Ce qui marche bien, c'est d'arriver à caler entre les obligations familiales du matin et le début du travail collectif, parce que c'est un boulot où j'ai beaucoup de réunions. Si j'arrive à caler une petite demi-heure, voire un peu moins même, 10 minutes, un quart d'heure, mais vraiment où je suis assis et je prends le contrôle de ma journée, je sais que ça va bien se passer. Quand c'est pas là, je suis moins boosté et je mets plus de temps à réagir. Voilà. Donc ce qui me booste, c'est d'avoir le temps d'organiser ou de me donner l'impression que j'ai organisé les choses. Vous lisez quoi en ce moment? En ce moment, j'ai démarré une trilogie de James Ellroy, donc c'est du roman noir pur. Mais le bouquin qui m'a marqué, que j'ai fini il y a 10 jours, là, c'est hyper fun, L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Ouais, voilà, un bouquin qui avait bouleversé la France en 1974, qui révélait à ceux qui n'avaient pas encore voulu se voir révéler ce qu'était la réalité du stalinisme. Incroyable. Bon, dur, incroyable. C'est quoi votre son du moment? Mon son du moment, alors je suis pas très mélomane, je vais être honnête, enfin, je n'écoute pas beaucoup de musique, donc j'ai pas grand chose à part en fait, ce que j'écoute le plus, c'est ce qu'écoutent mes enfants, et je vais pas le donner parce que j'aurais vraiment l'air. J'arrête là. Un film que vous adorez? Un film que j'adore, mon film préféré, c'est Les Temps modernes de Chaplin. Je suis un mec moderne, que je trouve, c'est un bijou absolu. Pourquoi? Parce que c'est très court, c'est drôle, ça dit tout sur une société à un temps donné, et il y a un art de la narration et de l'économie de moyens. Ça coûtait cher à l'époque, mais qui est fantastique. Mais j'adore aussi des cinéastes plus contemporains, comme, même si c'est pas non plus contemporain comme ce thème. Même aujourd'hui, j'adore Scorsese, par exemple. C'est un dieu pour moi. Voilà. Une citation qui vous ressemble? Une citation qui me ressemble. Il y en a une que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle me ressemble, parce qu'elle est un peu... Quand j'étais petit, donc je lisais beaucoup, à 14-15 ans, j'étais un fou d'Alexandre Dumas. Et la citation de Dumas, il s'est donné lui-même comment on appelle ça, un motto, une devise, qui est Amo qui me amat, je crois. J'aime qui m'aime. Et donc j'aime pas trop le qui m'aime. Je trouve que restreindre restreindre le fait d'aimer ceux qui nous aiment, ça manque un peu de premier pas. Mais je l'aimais beaucoup. Enfin, j'aime bien cette idée que, au fond, il faut se donner comme devise d'être dans un rapport d'affection avec les gens. Une autre que j'aime beaucoup, qui fait un peu péteux pour le coup, mais que j'aime bien quand même, et que ça m'arrive de dire à mes enfants, c'est un truc qui vient je crois que c'est dans les mémoires de guerre de Gaulle, la culture est la meilleure école du commandement. Je pense que la culture, c'est très important pour commander, je sais pas, mais en tout cas pour vivre correctement, pour essayer d'être éclairé dans les relations qu'on a avec les gens. Voilà, donc je sais pas si ça me ressemble de dire que j'aime qui m'aime, j'espère aimer assez, et je sais pas si ça me ressemble de dire que c'est très présomptueux de dire la culture fait de moi quelqu'un de bien, mais en tout cas c'est des choses c'est des citations qui comptent dans ma vie. Quel message voulez-vous transmettre aux jeunes générations? Alors, cette question induit que je n'appartiens plus aux jeunes générations, donc c'est assez dur en fait à entendre. Qu'est-ce que je veux leur dire? Faut s'amuser, quoi.
franchement, il faut juste s'amuser. Faut s'amuser, mais en ayant un niveau d'exigence dans l'amusement. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens de bien s'amuser. Voilà. Et donc, le boulot doit être pas un amusement au sens où on déconne tout le temps, mais au sens où on prend quand même du plaisir à y être. Et le plaisir passe aussi par la sagesse intellectuelle. Mais il faut pas avoir peur des choses, il faut les prendre en s'amusant. Alors, qu'est-ce qui fait encore courir, Frédéric? Alors, courir, donc je cours pas assez, puisque je lis, donc je fais pas assez de sport, c'est sûr. Ce qui me fait courir, c'est un... je pense que je serai cohérent avec ce que j'ai dit, c'est ce qui me fait courir, c'est les gens, et puis c'est apprendre des trucs, découvrir des choses. Voilà, ça me fait courir. Pour finir, qu'avez-vous écrit sur le livre d'or? Qu'ai-je écrit sur le livre d'or? Alors, je me suis pas embêté, et je me suis attribué une citation. Non, j'ai écrit Carpe diem, la célébrissime citation d'Horace, cueille le jour, profite de l'instant. Et au lieu de mettre Horace, c'est marqué là comme auteur, j'ai mis mon nom. Mais bon, c'est suffisamment connu pour qu'on puisse repérer le plagiat. Je l'assume là, mais j'ai quand même cité Horace. Un immense merci, Frédéric, pour ce moment de partage enrichissant et très inspirant. Merci, Daniel. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape humaine de Checkpoint sur A-News Expérience Client, où nous continuerons à explorer et à célébrer les talents du monde de l'expérience client. Encore merci, Frédéric. Merci, Daniel.